Je me rends compte que je vous ai pas dit ce que c'était que les sunnites, puisque je vous ai dit les chiites. Les sunnites, c'est ceux qui respectent la sunna, la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, le calife est élu par les camarades, les compagnons du prophète, et qui ne doit pas appartenir à sa famille forcément, alors que les chiites considèrent qu'il doit intervenir à sa famille. Mais on voit aussi le renforcement des nations qui sont très anciennes, comme la Turquie, qui est aujourd'hui un mélange de nationalisme moderne et de conservatisme religieux, avec un Iran où ce nationalisme s'étend jusqu'aux réfugiés, aux Iraniens qui vivent à Los Angeles, qui sont tous très nationalistes. Alors ils ne sont pas tous favorables au Velayat Faqih, mais tous les Iraniens sont très nationalistes. La Russie a étendu ses pions un peu partout, pas seulement en Syrie, mais les liens entre la Russie et la Syrie, ça remonte à 50 ans, mais aussi avec la Turquie, c'est tout à fait étonnant, et avec l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il y a un deal entre la Turquie et la Russie? C'est un peu parce qu'ils ont un adversaire commun qui est évidemment les États-Unis, et aussi parce que, en fait, Poutine, après un certain temps, a été rassuré par les excuses que lui a présentées Erdogan pour l'avion russe abattu en novembre 2015, mais aussi parce qu'il sait qu'en fait, Erdogan maintenant veut vraiment faire la peau des militants djihadistes de l'État islamique, après qu'ils eurent fait plusieurs attentats en Turquie. Et en quoi Erdogan est rassuré? Il a compris qu'en fait, Poutine, bien que ce soit un géopoliticien classique russe, Poutine a abandonné en fait le vieux rêve russe depuis Catherine II, Nicolas Ier, Alexandre III, etc. Le vieux rêve russe de reprendre la capitale de l'orthodoxie, c'est-à-dire de prendre Constantinople. Il est bien compris qu'aujourd'hui, les Russes ne prétendent pas reprendre Istanbul pour l'orthodoxie, et donc ils sont rassurés tous les deux, et donc ils peuvent faire une entente. La fidélité, montrer qu'au Moyen-Orient, c'est très important dans cette ère, de montrer qu'on n'abandonne pas ses amis. Poutine, il a dit aux gens, et c'est pour ça qu'il est respecté par les Saoudiens, moi j'abandonne pas mes amis. Moi je ne fais pas comme les Américains qui ont embrassé Moubarak en Égypte et qui une semaine après l'ont laissé tomber. La deuxième raison pour laquelle il est intervenu, c'est parce qu'il veut garder évidemment les ports de Tartous et de Latakia, les bases, l'accès aux mers chaudes, donc l'accès à la Méditerranée que lui donnent les bases en Syrie. La troisième raison, c'est parce que Poutine, il est très proche de l'Église orthodoxe. Il appuie son pouvoir sur l'Église orthodoxe, et il est maintenant, il se veut et il est le protecteur des chrétiens d'Orient, puisque les Français ont laissé tomber les chrétiens d'Orient. Et ça tombe bien, parce qu'en Syrie, plus de 2 tiers des chrétiens sont des orthodoxes, justement. Mais vous irez, si vous allez au Liban, vous demanderez aux gens qui est maintenant le protecteur des chrétiens d'Orient, et vous diront tous, c'est Poutine. Et la quatrième raison de Poutine pour une intervention en Syrie, c'est que vous avez beaucoup de djihadistes. Vous savez qu'il n'intervient pas tout de suite en Syrie, il intervient en septembre 2015. Vous avez beaucoup de djihadistes issus de l'ex-Union soviétique, donc porteurs de passeports russes ou de passeports des pays en stan qui sont protégés par Moscou, qui se battent en Syrie. Et lui, donc, son projet est de les tuer sur place avant qu'ils ne reviennent dans l'espace russe. Et puis la cinquième raison pour laquelle il a fait cette intervention, c'est pour montrer au monde qu'il faisait en fait jeu égal avec les États-Unis, avec les négociations Lavrov-Kerry, etc. Et on peut dire que pour le moment, en tout cas, il a superbement réussi. Malheureusement, nous avons aujourd'hui un gouvernement en Israël qui ne veut pas
réellement accorder un État aux Palestiniens, alors que les Palestiniens ne réclament que 22% de la Palestine mandataire. Ce que j'appelle la Palestine mandataire, c'est bien sûr la Palestine du mandat britannique. Je pense que Netanyahou fait fausse route. Je pense qu'il ne parviendra jamais à maintenir ensemble les trois idéals du sionisme, qui est un État juif, c'est le titre du livre de Theodor Herzl, un État démocratique, ils ont adopté le parlementarisme britannique, et un État sur l'ensemble de la Palestine mandataire, parce qu'il y a les Arabes. Il y a 1,5 million d'Arabes israéliens ou 1,2 million d'Arabes israéliens. Il y a en territoire occupé peut-être 1,8 million en Cisjordanie, le même nombre à Gaza. Bon, les Américains, ça c'est l'histoire. L'assassinat de Rabin a fait que l'histoire n'a pas pris la bonne direction, et je suis assez inquiet à long terme pour Israël, parce qu'Israël est une nation bien sûr surpuissante, très bonne armée, mais elle a en son sein une sorte de bombe démographique. Dans cette nouvelle mondialisation, je trouve que le Moyen-Orient, ne s'intègre pas bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'islam. Enfin bon, on pourrait parler aussi de l'Indonésie, mais d'une manière générale, je ne trouve que le Moyen-Orient, en tout cas arabe, ne s'intègre pas bien dans cette économie mondiale. Il faut savoir que l'intégralité des exportations hors pétrole et gaz des pays membres de la Ligue arabe est inférieure aux exportations des seuls Pays-Bas.